Comment fixer le juste prix pour les médicaments? Une question cruciale tant pour les patients que pour l'industrie pharmaceutique. Des associations dénoncent un système opaque. Avant d'en débattre avec nos invités, je vous propose de regarder ce sujet de Marie Brémaud. Une campagne choc de Médecins du Monde pour éveiller les consciences et dénoncer les prix des médicaments. Depuis quelques années, plusieurs associations ont décidé de peser sur les décisions et d'entrer dans le débat. La question du médicament, on aurait préféré ne jamais avoir à s'en occuper. Ces médicaments, ils sauvent des vies, ils sauvent nos vies. Et jusqu'à il y a très peu de temps, on se disait, on fait confiance à l'État pour négocier et à la sécurité sociale pour payer. Force est de constater que ce n'est plus le cas. Et donc depuis quelques années, mais depuis quelques années seulement, on rentre, je dirais, dans la bagarre, dans la guerre, dans ces rapports de force. Au centre de la contestation notamment, le Solvadi, premier antiviral à action directe efficace contre l'hépatite C, délivré moyennant près de 41 000 €, alors que les associations estiment son coût de production autour d'une centaine d'euros. Au-delà des coûts, c'est l'opacité autour de la fixation du prix du médicament en France qui divise. C'est le CEPS, le Comité économique des produits de santé, qui négocie avec les laboratoires. Des négociations à huis clos au nom du secret des affaires et de la confidentialité des données et de la recherche. Dans un rapport, les sénateurs préconisent une mesure phare pour identifier le juste prix d'un médicament. C'est de toujours faire la balance entre ce qu'un nouveau produit apporte par rapport à ce qui existe sur le marché. Est-ce que c'est une amélioration moyenne, importante, ou pas d'amélioration? Et à partir de là, on peut discuter du prix. Une approche pragmatique dans la négociation. La ministre de la Santé, elle, espère toujours pouvoir convaincre les pays de l'Union européenne d'avoir enfin une position commune sur la question. Et pour parler de ce sujet, j'accueille sur le plateau mes invités. Yves Daudigny, vous êtes le vice-président socialiste de la Commission des affaires sociales du Sénat et auteur d'un rapport qui préconise des mesures pour améliorer cette question du juste prix des traitements. Pierre Medevielle, vous êtes sénateur UDI-UC de la Haute-Garonne et pharmacien. J'accueille également Olivier Maguet, membre du conseil d'administration de Médecins du Monde et responsable de cette campagne choc sur les prix des médicaments qu'on a pu apercevoir dans le sujet. Et enfin, Maurice-Pierre Planel, vous êtes le président du comité économique des produits de santé, le CEPS, qui est directement chargé de négocier avec les laboratoires pour fixer ce prix. Alors justement, Monsieur Planel, je vous pose cette première question. Est-ce que le système actuel, il est opaque, puisque c'est l'accusation qu'on entend actuellement ? Écoutez, c'est effectivement une accusation récurrente et qui figurait déjà par exemple dans le rapport sur le Mediator. Moi, je commence toujours par rappeler que les règles de fixation du prix des médicaments, elles sont fixées par la loi. Donc il y a un article du Code de la Sécurité sociale qui fixe les règles, ces règles et ces modalités. Et en fait, le Code, grosso modo, prévoit deux grands principes. Le premier, c'est que de manière générale, le prix est fixé par voie conventionnelle, donc par une négociation entre le CEPS, qui, je le rappelle, est le représentant de l'État dans cette négociation conventionnelle, et les laboratoires. Et il fixe en fait dans un deuxième temps une série de critères qui sont les critères que nous devons utiliser pour motiver ces décisions. Ces critères, ils sont normalement au nombre de 3. Enfin, dans le code, ils sont au nombre de 3. L'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire en fait une évaluation du produit qui est rendue par une autorité scientifique collégiale et indépendante qui est la Haute Autorité de Santé. L'existence de médicaments, ce qu'on appelle les comparateurs. Et la vie réelle, c'est-à-dire en fait d'abord quelle est la population à traiter. Et il y a un quatrième critère qui peut intervenir le cas échéant, c'est ainsi que le dit le Code, c'est ce qu'on appelle l'évaluation médico-économique, et ça s'adresse d'abord aux médicaments innovants. Voilà, donc la première réponse qu'on peut faire à cette critique d'opacité, c'est effectivement le fait que les critères sont fixés par la loi, enfin que nous sommes le représentant de l'État dans cette négociation conventionnelle, et que les critères sont fixés par la loi, et donc ils sont publics. Olivier Maguet, vous êtes membre de Médecins du Monde qui a fait cette campagne sur le prix des médicaments. Pour vous, c'est pas possible de voir des traitements à 40 000 € alors qu'ils coûtent une centaine d'euros seulement à produire. Oui, et ça n'est pas que la question du coût de production. En fait, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que le sofosbuvir, donc le nom de cette molécule, est un médicament d'un nouveau type, non pas tant par rapport à sa classe thérapeutique, mais un nouveau type dans ce qu'il signifie sur la logique sur laquelle il a été construit. Et c'est bien le débat qui anime d'ailleurs les parlementaires aujourd'hui, vos collègues de l'Assemblée nationale aussi. Comment rémunère-t-on l'innovation? C'est ça le débat. Et aujourd'hui, nous nous apercevons que la rémunération de l'innovation ne correspond plus uniquement
à l'ensemble des coûts, y compris bien évidemment de recherche et développement, et les investissements de l'industriel du médicament doivent être pris en compte dans ce prix. Ça ne rémunère plus simplement cela, ça rémunère autre chose qui serait en quelque sorte la valeur financière d'une vie. Et il y a bien une rupture dans le modèle économique qu'ont révélé les médicaments innovants contre l'hépatite C et que révèlent les médicaments innovants contre le cancer. Et nous demandons donc un débat démocratique, un débat dans lequel il doit y avoir la représentation nationale, les agences de régulation de l'État, les représentants des professionnels de santé et des usagers, et bien évidemment les industriels de médicaments pour se mettre d'accord sur ces médicaments de demain qui, dans le système actuel, nous conduisent très clairement à une ruine. Yves Daudigny, justement, vous êtes auteur d'un rapport qui a été présenté ce matin. Qu'est-ce que vous préconisez pour finalement améliorer ces discussions entre les laboratoires, les instances qui sont chargées de négocier les prix et l'État finalement qui doit aussi prendre ses responsabilités? Alors, peut-être indiquer le fil rouge de notre travail, que nous pouvons d'ailleurs, je pense, tout le monde partager, c'est payer au meilleur prix les médicaments les plus efficaces pour garantir à l'ensemble de la population l'accès aux meilleurs traitements. À partir de là, un constat, et c'est un constat heureux, c'est le retour de l'innovation. C'est-à-dire l'apparition sur le marché de nouveaux médicaments qui permettent de prolonger la vie et même qui permettent de guérir. Ces nouveaux médicaments, cette apparition à nouvelle de l'innovation a une conséquence, la nécessité certainement de revoir les critères d'évaluation du médicament avant que le CEPS ne soit en négociation avec les industriels. Nous pensons que le système qui existe aujourd'hui est certainement valable globalement, mais qui doit être corrigé, rectifié en fonction des nouvelles données. Pierre Medevielle, ce marché des médicaments, forcément, on peut dire forcément, il ne peut pas être un marché comme les autres? Vous avez parlé d'opacité, moi je préfère le terme de complexité, peut-être même d'extrême complexité. Mais c'est vrai que c'est un sujet délicat. Les pays industrialisés, par la participation au remboursement, donc participent à la recherche, à l'innovation thérapeutique. Ça, je crois qu'il faut s'en réjouir et que d'autres pays puissent en profiter ensuite. Je comprends l'émotion qui a été suscitée par le rapport sur le coût des médicaments, mais nous sommes à une époque de grande innovation thérapeutique, notamment dans les domaines de la cancérologie, de la virologie, avec des molécules de plus en plus sophistiquées, qui font appel aux nanotechnologies, d'où ces coûts qui peuvent paraître effectivement exorbitants, puisqu'il y a l'amortissement qui est calculé pour les laboratoires. Mais je crois qu'on peut arriver à trouver une solution par la négociation, avec les laboratoires, donc qui sont quand même conscients du problème qui est posé. J'anime quelques tables rondes dans le cadre de l'OPEX à l'Assemblée nationale sur les innovations thérapeutiques et les progrès en physique dans le domaine de l'imagerie, des nanotechnologies. Je crois qu'aujourd'hui nous avons des choix clairs à faire. Il va falloir négocier puisque les chercheurs se plaignent du manque de moyens. Eux, de leur côté aussi, ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez. Les laboratoires se plaignent aussi. Bon, c'est leur métier, vous me direz. Mais je pense qu'il faudra cibler beaucoup plus les interventions, cibler les remboursements par rapport aux bénéfices des médicaments, ce qui apparaît dans le rapport de M. Barbier et de M. Daudigny. Je crois que ça, c'est un bon point qu'il faut souligner. Et peut-être dégraisser aussi notre système. On parle d'opacité, j'ai parlé de complexité. Moi, je me pose une question en tant que praticien. J'ai fait de l'officine, j'ai fait de l'hospitalier. Pourquoi les laboratoires sont capables de vendre des produits dans les cliniques, dans les hôpitaux, aux centrales comme la CAP ou Clebache, à des coûts 5 fois moins élevés que dans les circuits officinaux? Je pense qu'ils sont capables de le faire à l'hôpital, ils sont capables de le faire dans les officines. Je crois que nous avons de gros progrès à faire. La complexité nous empêche d'avancer rapidement, mais mettons la copie sur la table et je crois que tout le monde y gagnera. Maurice Pierre Planel, les négociations avec l'industrie pharmaceutique, comment elles se passent? Parce qu'elles sont couvertes par le secret des affaires, donc finalement vous êtes les seuls à connaître le détail de ces négociations. D'abord, de la manière dont elles se passent très concrètement, c'est que nous travaillons sur la base de l'avis de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé. Donc en fait, nous avons une évaluation scientifique, car le CPS n'est pas un organisme d'expertise scientifique. C'est un organisme dont le seul métier est de fixer le prix et pas d'évaluer le produit. Donc l'évaluation du produit, elle arrive de la HAS, et la HAS a déjà pris la décision, enfin a déjà donné un avis pour que le produit soit remboursé. Parce qu'en fait, tout ça se passe au niveau de la Haute Autorité de Santé. Donc nous faisons une négociation à partir de ça. Donc, est-ce que le médicament est innovant ou non? C'est reconnu par... Voilà. Quelle est la population traitée? Quel est le prix des médicaments qui existent déjà? Et donc, à partir d'un certain nombre de grilles, et notamment du niveau d'ASMR,
on va fixer des grilles tarifaires qui vont permettre d'avancer dans la négociation. Mais quand on est dans une situation de monopole, on imagine que l'industrie pharmaceutique arrive en position de force et finalement peut fixer son prix, ou c'est une négociation tendue? En fait, il y a les négociations se tendent de toute façon, et dans tous les pays. La discussion devient de plus en plus compliquée dans tous les pays. J'étais au téléphone avant de venir ici avec mes collègues canadiens. On constate que les discussions se tendent avec les laboratoires. On a rencontré nos collègues allemands il y a 15 jours. Les discussions partout. Tous les pays sont sensibilisés à cette question. Je crois d'ailleurs que la question que pose Médecins du Monde, elle va au-delà de la question du prix. C'est la question de l'accès à l'innovation pour tout le monde. Et derrière, c'est un sujet que l'ancien rapporteur du PLFSS connaît bien, c'est la question de la pérennité et de la soutenabilité de notre système qui est posée derrière la question de la fixation des prix. C'est pas uniquement savoir combien coûte la boîte et savoir si 41 000 euros c'est trop cher. La vraie question, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à accéder à tous les médicaments innovants comme c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on a les moyens de se payer l'innovation en fait, en clair? La question qu'on se pose, vous me démentirez si vous... Mais je pense que la question que vous posez au fond, elle va au-delà du seul prix de la boîte. Donc voilà. Logiciel. Ensuite, vous m'interrogez sur la question de l'opacité. Moi, je suis soumis à un certain nombre de règles qui sont fixées par la loi et donc je les respecte. Et le secret industriel, ce qu'on appelle communément le secret industriel et commercial, il en fait partie. Mais je souligne quand même de manière très forte le fait que nous ne sommes pas le seul pays dans lequel ça se passe et que nous ne connaissons pas en fait les remises, parce qu'en fait le débat sur l'opacité à la fin c'est celui-là, c'est-à-dire quelle est la différence entre le prix public et le prix effectivement payé. Et en fait ça nous ne le connaissons pour aucun pays. Yves Daudigny, on l'entend, c'est la loi qui fixe les règles. Est-ce que c'est vraiment au cœur de la loi qu'il faut aller changer des choses pour avoir une transparence sur cette question des prix? La proposition que nous faisons, alors, je regrette, c'est un peu technique. Il existe aujourd'hui 2 critères d'évaluation. L'un qui permet de décider si le médicament va être remboursé ou non par la sécurité sociale et à quel taux. Et un deuxième critère qui est utilisé donc par le Comité économique des produits de santé pour fixer le prix. Nous proposons aujourd'hui de fusionner ces 2 critères en un seul qui pourrait s'appeler la valeur thérapeutique relative, qui mettrait donc en avant et la valeur du médicament et en même temps la comparaison avec les autres médicaments. C'est un des points forts des propositions que nous faisons. Alors, je voudrais dire qu'il y a aujourd'hui dans l'attitude des laboratoires 2 points qui ne sont pas acceptables. Ils ont été plus ou moins évoqués. Le premier, un laboratoire ne peut pas nous dire le prix du médicament correspond à l'économie que nous allons réaliser sur d'autres traitements du fait que ce médicament guérit telle maladie. Cet argument, évidemment, n'est pas acceptable. Il n'y a pas une enveloppe qui serait réservée au laboratoire. Donc il faut négocier, c'est ce que vous faites à chaque fois. Et le deuxième élément, c'est cette question du prix affiché et des remises. Les laboratoires négocient dans chaque pays un prix, on appelle facial, le prix affiché, qui est connu de tout le monde, qui sert de référence dans les 5 ou 7 pays d'Europe, et en même temps négocient en secret dans chaque pays des remises. Donc, par ce mécanisme, les laboratoires sont en situation de mettre les pays en concurrence les uns avec les autres. Ce n'est pas acceptable, mais la seule solution, c'est, et là la ministre Marisol Touraine a essayé, le président de la République a essayé aujourd'hui sans succès, la seule réponse possible, c'est que les pays européens s'entendent entre eux pour avoir une négociation commune avec les laboratoires. Olivier Maguet ? Oui, pour rebondir sur la loi, parce qu'en fait, moi j'aime bien les interventions de Maurice Pierre Planel quand il explique son travail, qu'il est questionné sur son travail. Je crois que c'est un fonctionnaire loyal qui fait son travail dans le cadre légal et réglementaire qui lui est imparti. Et il s'en sort même pas trop mal, puisque vous contribuez avec la renégociation à maîtriser les dépenses d'assurance maladie sur le volet médicaments. Donc la question, elle n'est pas là, elle est bien effectivement dans le dispositif législatif, ce que nous pouvons faire évoluer. Donc sur la question de l'opacité et de la transparence, peut-être revoir la composition du CEPS, et ça contribuera à peut-être plus de sérénité dans le débat public, mais ça vous appartient à vous, représentation nationale, de modifier les articles du Code de la Sécurité sociale. Deuxièmement, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Daubigny, on a vraiment changé de logiciel économique. Donc il y a un moment, dans le cadre actuel réglementaire et législatif auquel vous êtes tenu de vous soumettre, on ne pourra pas régler cette question politique de fond. Donc nous attendons de fait un signal politique fort qui mette quelque part un point d'arrêt
une pause, un stop qui permette à tout le monde de se réunir. Et très clairement sur cette question du Sovaldi et des médicaments antiviraux à action directe contre le virus de l'hépatite C, puisque nous sommes sur le volet loi, nous demandons aux parlementaires, et vous allez recevoir cet après-midi d'ailleurs, je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu, Monsieur Domini, le rapport de la commission d'enquête du Sénat américain sur la fixation du prix du Sovaldi. Nous les avons envoyés aussi à vos collègues parlementaires à l'Assemblée nationale. Nous demandons très clairement de conditionner le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017, de conditionner en tous les cas l'éligibilité des antiviraux à action directe au régime de l'assurance maladie, donc au remboursement, à l'émission d'une licence d'office, qui dépend du gouvernement, bien évidemment. Vous voyez, il y a des propositions très concrètes sur lesquelles nous pouvons avancer et qui permettront de nouveau, ça c'est notre souhait, et vraiment je le réitère au nom des médecins du monde, de réunir l'ensemble des acteurs autour de la table, car nous sommes tous, collectivement, je crois, sereins et responsables dans les partis que sont les nôtres. Juste pour conclure, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mésinterprétation de la part des téléspectateurs, téléspectatrices, les affiches que vous avez vues tout à l'heure, c'est pas un coup de pied pour se faire plaisir. C'est 2 ans de travail à bas bruit. Nous nous étions rencontrés il y a plus d'1 an, Monsieur Daubigny. Nous avons rencontré d'autres personnes. Nos collègues avaient rencontré votre prédécesseur, Monsieur Giorgi, pour essayer de convaincre. N'ayant pas été entendu, il y a un moment, on passe à une autre phase. Mais qu'on ait bien en perspective le fait que ça n'est qu'un point dans un travail de long terme qui n'est pas fini, qui ne fait que commencer. Pierre Medevielle. Je retiens la modification de composition du CEPS. Je crois que c'est une voie très intéressante à creuser. Nous avons parlé du traitement anti-hépatite. C'est un sujet qui revient régulièrement, que Marisol Touraine connaît très bien. On sait qu'un traitement systématique de tous les porteurs sains et porteurs chez lesquels la maladie a été déclarée coûterait plus de 10 milliards d'euros aujourd'hui, vu le prix du médicament. C'est sûr que c'est difficilement acceptable par l'assurance maladie. Mais là encore, je reviens à une voie de négociation qui me paraît possible. La négociation est possible. Nous avons ouvert des brèches à l'époque avec Philippe Douste-Blazy, Xavier Bertrand, avec les génériques. Je crois que c'était quand même une réponse au prix des médicaments, puisqu'on laissait un brevet protégé pendant une dizaine d'années, on autorisait les laboratoires à commercialiser cette molécule à condition qu'elle soit moins chère. Je crois qu'il faut persister dans cette voie. Moi, une voie qui me paraît intéressante, c'est un tarif dégressif du médicament, parce qu'aujourd'hui, pour certaines molécules de très large diffusion, le délai de protection de 10 ans me paraît totalement abusif. Et c'est vrai que certains produits qui sont utilisés en masse en clinique à l'hôpital, ce sont des rentes totales pour le laboratoire. Alors, je sais qu'il y a des frais d'AMM, des frais de dossier, mais on arrive à des protections abusives et le tarif dégressif me semble la voie à négocier. Maurice Pierre-Panel. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le Sénateur, le tarif dégressif, il n'existe pas dans un dispositif législatif, mais c'est la réalité de la vie d'un médicament. Le prix public que l'on connaît, c'est le prix d'entrée sur le marché. L'avis d'un prix après, tout au long de la vie du médicament, c'est une baisse. Qu'elle soit par des remises donc non visibles publiquement ou qu'elle soit publique, les prix des médicaments ont vocation à baisser tout au long de leur présence sur le marché, parce qu'on l'a prévu dans la clause de départ, parce qu'il y a un nouveau produit qui arrive, qui rentre en concurrence, parce qu'il y a un générique, parce qu'on a constaté qu'il y a un prix plus bas dans un autre pays européen. Enfin voilà, il y a toute une série de causes qui vont nous amener à revenir vers le laboratoire pour demander la baisse de prix. Yves Daudigny, je voulais vous interroger sur le poids de l'industrie pharmaceutique française. La France est en pointe dans ce domaine. Il ne faut pas casser, on va dire, ce moteur de croissance, mais en même temps, on voit bien qu'ils sont en bonne santé financière et peut-être que c'est grâce à des prix élevés des médicaments aussi. Alors, je voudrais dire un mot sur la licence d'office, peut-être sur l'industrie. Oui, nous devons la soutenir, mais comme toute notre industrie. Et nous ne devons pas la soutenir à travers les prix des médicaments, peut-être à travers des dispositifs, comme le crédit impôt recherche ou d'autres dispositifs. Mais on ne peut pas faire payer à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, le coût de développement de l'industrie nationale, même si évidemment elle est très importante pour nous. Je veux dire un mot sur la licence d'office, parce que c'est un point très important sur lequel aujourd'hui nous n'avons pas la même appréciation. Je ne dis pas que c'est un point de désaccord, mais pas la même appréciation. La licence d'office, c'est une sorte de coup de force où le gouvernement, la ministre dirait, nous allons fabriquer le médicament, nous prenons le mode de fabrication, nous allons le faire fabriquer par un autre et nous allons le vendre à prix que nous choisirons. Selon les informations, selon les informations qui sont aujourd'hui les miennes, le dispositif ne pourrait pas être véritablement opérationnel car il doit, comme vous le dites, y avoir compensation. Et au bout du compte, la dépense pourrait être équivalente, sinon supérieure à ce qu'elle est dans la conclusion des négociations. Moi, pour l'instant, sauf à informations différentes, je défends l'idée
de la négociation. Et je défends bien sûr l'idée de soutenir notre industrie, mais pas à travers évidemment des risques qui seraient portés par la santé publique et pas à travers non plus le déficit de la sécurité sociale. Olivier Maguet, vous souhaitiez répondre? Oui, justement parce que je crois que notre rôle, nous, c'est d'aider le négociateur. Et je pense que le négociateur, quand il s'exprime, il fait état des difficultés du rapport de force qui joue généralement en sa défaveur, surtout lorsqu'il a des médicaments qui arrivent avec déjà des indemnités en ATU qui sont extrêmement élevées, qui vont fixer le prix d'entrée sur le marché. Et on a bien vu que la marge de négociation était quand même malgré tout limitée. Donc soyons très clairs, il ne s'agit pas de définir une nouvelle doctrine économique sur le médicament, il ne s'agit pas de faire une opération de nationalisation de l'industrie pharmaceutique, il s'agit sur un cas d'espèce révélateur d'un point de rupture, d'utiliser à minima la menace d'utilisation de ce dispositif pour de nouveau remettre les gens autour de la table et aider le négociateur dans son rapport de force avec l'industrie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir éclairé ce débat.